Mais j'aime pas les piqûres. Mais pourquoi je dois me faire vacciner? Voilà une bonne question. Nous allons y répondre tout de suite. On en vient à notre enquête sur un mouvement de méfiance qui s'étend, la méfiance des vaccins. Vous vous êtes peut-être posé la question pour vos propres enfants. La vaccination est en baisse pour la plupart des maladies, la rougeole en particulier, mais pas seulement, au point que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, présentait tout à l'heure un plan de contre-attaque, plateforme web ou encore carnet de vaccination électronique. Pourquoi cette défiance? Quels soupçons sur les vaccins? Comment sont-ils fabriqués? Enquête Florence Bouquilla, Tatiana Daligo. Dans un vaccin, figurez-vous qu'il y a du poulet, des embryons de poulet. C'est-à-dire qu'on aura des avortements de poulet qui vont servir à la composition de ce vaccin. Il va aussi y avoir du chien dans le vaccin, des reins de chien et des reins de poulet. Il va y avoir de la souris, on y prendra des éléments constitutifs de son cerveau, et puis du rein de singe vert. Moi, j'ai jamais vu de singe vert de ma vie, mais a priori, moi qui descends d'Adam et Ève et pas d'une guenon, j'ai un peu de mal à me dire qu'à partir de maintenant, je vais me faire injecter à moi ou à mes enfants ce qui est constitutif du singe et du poulet et du chien et de la souris. Et tu sais ce que j'ai entendu dire? Qu'elle faisait les vaccins sur le zizi. Depuis qu'on les utilise dans la fabrication des vaccins, les sels d'aluminium alimentent le débat. Et le réseau Santé Environnement estime aujourd'hui qu'en ce qui concerne leur nocivité, on est passé, je cite, du soupçon aux certitudes. Techniquement, 25 à 600 microgrammes de sel d'aluminium par dose suffisent pour stimuler la réaction immunitaire. En fait, ça induit une petite réaction inflammatoire sur l'endroit où on injecte. Et si la majorité des spécialistes estiment qu'une fois injecté dans le corps, l'aluminium va se dissoudre spontanément sans effet toxique, d'autres avancent le contraire. Oui, c'est notamment l'avis du professeur Romain Gherardi qu'on va accueillir sur ce plateau, qui est directeur de recherche à l'INSERM et qui travaille à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Bonjour. 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 Alors, ça fait bientôt 18 ans que vous étudiez avec votre équipe l'effet des sels d'aluminium des vaccins sur l'organisme. Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, la première chose que nous avons constatée chez les patients, c'est de façon totalement par hasard, nous ne travaillions pas du tout sur cette question, c'est que l'aluminium des vaccins peut être très biopersistant. C'est-à-dire que tout le monde pensait, comme vous l'avez dit, qu'en quelques semaines après la vaccination, l'aluminium était solubilisé, éliminé dans les urines. Et nous avons observé qu'au moins dans une fraction de patients, ça n'était pas le cas et qu'on pouvait trouver de très nombreuses années après le vaccin des particules d'aluminium d'origine vaccinale dans les cellules immunitaires qu'on appelle les macrophages au site de vaccination antérieure du vaccin. Donc, le premier élément d'alerte a été de dire il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu sur cet adjuvant et qui, là, est avéré de façon absolument certaine chez certains patients. Cet aluminium persiste de très nombreuses années. Et quand on regarde la pathologie et les manifestations cliniques de ces patients, ils répondent à un syndrome associant des douleurs musculaires et articulaires chroniques, une fatigue chronique profonde, inexpliquée, et des troubles de l'attention, de la mémoire, du sommeil, qui sont connus dans la littérature comme syndrome de fatigue chronique, selon des critères internationaux Mais est-ce que là, on a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on savait avant? Je ne sais pas, des nouveaux chiffres, une nouvelle fréquence d'apparition de ces syndromes? Donc, la première chose a été de qualifier ces syndromes. Et ce syndrome, donc, c'est celui qu'on observe chez 90% des patients porteurs de cette lésion chronique qu'on a baptisée myofasciite à macrophage. La deuxième, c'était d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des manifestations cliniques aussi diffuses, apparemment ciblant le cerveau, alors que la persistance de l'adjuvant était observée systématiquement sur le site de l'injection. Et donc, là, on était obligé de passer à un modèle animal. Et donc, nous avons essayé de suivre le destin des particules d'aluminium une fois qu'elles sont injectées dans le muscle d'une souris. On a pris d'abord des vaccins standards, anti-hépatite B, je ne vous donnerai pas le nom exact. On l'a administré, on a vu apparaître des dépôts d'aluminium à distance dans la rate et dans le cerveau. Et ces dépôts d'aluminium étaient augmentés dans le cerveau jusqu'à 1 an après l'injection intramusculaire. Donc on a voulu comprendre comment cet aluminium se transloquait
du muscle injecté vers le cerveau. Et donc là, on est passé à une phase supplémentaire. On a fabriqué un outil particulier avec un cœur fluorescent qui permet de détecter la particule dans l'organisme et une couverture, une enveloppe d'hydroxyde d'aluminium pour essayer de mimer au mieux une particule d'adjuvant. Et là, on a eu la surprise de voir qu'en quelques minutes ou quelques petites heures après l'injection intramusculaire, les particules sont captées par les macrophages, qu'une partie des macrophages va rester sur place, et c'est ceux qu'on va pouvoir voir persister pendant des années dans le muscle, et puis une autre partie va se promener. Et d'abord, c'est ce qui peut aller dans le cerveau. Et donc, drainage dans le système lymphatique, puis dans le sang, puis dans le cerveau, de façon très rapide. Ce que vous nous décrivez là, c'est une parfaite démonstration scientifique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité du médicament vous refuse une subvention pour poursuivre vos recherches, que finalement vous êtes soutenu par le réseau environnement santé, que certains disent que vous êtes soutenu par les ligues qu'on ne va pas appeler anti-vaccinales parce qu'elles ne s'appellent pas comme ça, mais pour la liberté de la vaccination. Qu'est-ce qui fait qu'on vous refuse vos subventions? Alors, c'est un lobby du vaccin? Écoutez, ça, moi, j'aimerais bien en savoir exactement les déterminants. Ce que je note simplement, c'est que le projet qui a été refusé est un projet que nous avons traité en amont avec l'Agence du médicament, à leur demande, en disant... ils nous ont proposé, vous semblez avoir des résultats nouveaux, vous allez nous les soumettre, on va les expertiser, vous allez nous proposer des études complémentaires, on va les expertiser et on va faire comme ça une sorte de navette entre vous et nous, entre nos experts et vous, jusqu'à ce que le dossier soit impeccable. Et donc, pendant plusieurs mois en 2010, ce travail, ce cercle vertueux d'interaction entre un groupe de recherche et l'Agence du médicament a eu lieu. Et à la fin, le directeur de l'AFSAPS, de l'époque, a dit ok, on est arrivé au terme, le projet il est excellent, il semble déceler quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, pas vu avant, et donc que ça ouvre la voie sur les facteurs de susceptibilité individuelle, dont on pourrait parler dans un instant si vous voulez, et donc nous étions très tranquilles que l'AFSAPS ayant tout gouverné en amont, ça allait passer comme une lettre à la poste. Et là, surprise, douche froide, le résultat est négatif. Il n'y a pas de subvention. Alors, sûr que vous êtes des bactéries, il n'y a pas de doute, mais de quel genre? Oh, ben des bactéries nocives, ça va de soi, bien sûr. Bande d'ignorants, vous ne connaissez même pas votre nom. On est des bacilles de Nicolaïère, les microbes du tétanos. Tiens, je m'appelle Nicolaïère. Donc, d'abord, c'était pas du tout un congrès, c'était un cours que je faisais au Val-de-Grâce qui a été piraté. Je sais pas comment c'est venu dans les médias. Enfin, ça, c'est pas un problème. Et effectivement, je disais très clairement un point important. Pour ce qui est en particulier des virus, ce sont des cellules eucaryotes. C'est-à-dire que les vaccins sont produits sur des cellules. Alors, tout ceci, dans le cas des vaccins viraux, il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit du vivant. Et donc, tout ce qui va servir à cultiver un virus, par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez, par exemple, du sérum de veau, eh bien, vous devez être sûr qu'il n'y a pas un risque que le sérum de veau apporte un virus, apporte de la BSE dans les vaccins, car c'est du vivant. Donc, vous allez l'incorporer dans votre vaccin et vous risquez de l'avoir au final. À tout moment, il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans le vaccin par l'intermédiaire des techniciens. Nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que des cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40, qui est un virus tumorigène, qui induisait des cancers chez les hamsters. Et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants. Ça a fait 60 millions d'Américains ont reçu ce vaccin tumorigène. Par chance, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté à l'homme. Mais ça avait été une grande crainte, et depuis cette date-là, 60, c'est l'obsession permanente qu'ont les industriels qu'une catastrophe identique puisse arriver. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. Par chance, encore une fois, ce circovirus n'était pas pathogène par l'homme, il avait été apporté par une matière première, en l'occurrence la trypsine. Il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui elle-même, d'origine aviaire, peut apporter quelque chose imprévu.
Dans le cas des vaccins aviaires, il y a eu le problème avec la fièvre jaune qui était contaminée avec un virus de la leucose aviaire. Ça a été également un drame. Par chance, encore une fois, 400 millions de personnes ont reçu ce virus de la leucose aviaire vivant qui s'est multiplié chez l'homme, mais par chance, il n'était pas pathogène. Oui. Eh bien, il y a des milieux qui sont très complexes parce que vous savez que les bactéries ont des milieux assez complexes. Par exemple, l'hémophilus, eh bien, il faut du sang, hein, de l'hémine, du sang d'origine bovine. Alors vous imaginez, quand on s'est aperçu qu'il y avait la BSE et que dans nos milieux de culture, il y avait du sang d'origine bovine, ça a été la catastrophe. Il a fallu changer et créer un milieu synthétique, une hémine synthétique. Ça coûtait une fortune pour changer ce milieu. Il y a les tissus. C'est-à-dire qu'au départ, on prenait un fragment d'embryon de poulet, on le découpait, on le mettait en culture. Puis ensuite, ça s'est évolué. Il y a eu les cultures de cellules primaires, les cellules diploïdes, qui ont permis le développement des vaccins. Les cellules diploïdes, c'est-à-dire des cellules normales qui sont issues de fibroblastes suite à un avortement thérapeutique embryonique. Et on met ces cultures et on peut les avoir pendant assez longtemps. Et puis, il y a également des cellules hétéroploïdes. Alors, la cellule hétéroploïde a été une étape essentielle, mais pose encore énormément de questions. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Par exemple, la cellule MDCK. La cellule MDCK voudrait être utilisée pour la production du vaccin contre la grippe. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Et le grand débat philosophique qu'il y a, peut-on utiliser une cellule tumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants? Je vous raconte une petite histoire. Dans les années 60, il s'est passé une histoire extraordinaire. Il y avait une dame qui s'appelait Henrietta Lacks. Et cette dame a été atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle est allée faire un diagnostic, on a fait un prélèvement et on a réussi à cultiver ces cellules. C'était la première fois qu'on cultivait des cellules à ce niveau-là. Et ces cellules ont eu un énorme succès, c'était appelé les cellules HeLa. Vous avez peut-être entendu parler, H-E-L-A. Donc ces cellules HeLa ont été distribuées dans le monde entier et il s'est avéré qu'elles ont contaminé toutes les autres cellules.